À l'aube du 16 août 2025, 57 camions d'armes sont stoppés net à la frontière sud du Burkina Faso. En une seule nuit, l'image d'un État assiégé bascule, parce que l'appareil sécuritaire prouve qu'il peut déjouer une manœuvre régionale massive, pensée pour frapper vite et saturer les défenses. Qu'est-ce que cela révèle, pour chacun d'entre vous, sur la guerre invisible qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, loin des discours, au niveau des routes, des scellés et des décisions prises sans certitude? Et si celui-ci a été arrêté à temps, combien d'autres convois ont déjà franchi les radars? Ce récit ne vise pas seulement à raconter une saisie spectaculaire, mais à expliquer ce qu'elle change réellement pour l'avenir du Burkina Faso et de sa région. Il s'agit de comprendre comment un événement nocturne, apparemment isolé, révèle une mécanique de pouvoir, de menace et de choix stratégiques qui engage bien plus que la sécurité immédiate des frontières. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Saisir en quelques minutes ce qui se joue derrière les chiffres, les communiqués et les images alignées des camions saisis. Au centre de cette séquence se trouve une question de souveraineté concrète, mesurable, fragile. Lorsque l'État parvient à interrompre une chaîne logistique clandestine d'une telle ampleur, il ne protège pas seulement son territoire. Il affirme sa capacité à lire le réel plus vite que ses adversaires. Ibrahim Traoré inscrit cette affaire dans une logique précise. Transformer un incident en diagnostic stratégique, puis en levier de décision. Ce que vous allez découvrir ensuite, ce ne sont pas des intentions supposées, mais des enchaînements vérifiables, des choix humains et des conséquences directes qui concernent autant les institutions que les citoyens ordinaires. Dès les premières heures, un chiffre impose un changement d'échelle. 57 camions, un volume suffisant pour équiper une armée tassée entière. Ce seul fait indique que l'opération du 16 août n'était ni improvisée ni marginale, mais pensée pour produire un choc rapide et difficilement réversible. Autour d'Ibrahim Traoré, cette donnée transforme immédiatement la lecture de l'événement, qui passe d'une saisie frontalière à un signal stratégique majeur. Le contexte dans lequel survient cette interception est celui d'un Burkina Faso déjà soumis à une pression sécuritaire continue. Les frontières méridionales sont connues pour leur porosité. Les routes secondaires servent régulièrement de couloirs discrets et les réseaux transnationaux exploitent les failles administratives accumulées depuis des années. Pourtant, le convoi arrêté ce matin-là se distingue par son degré de préparation. Les itinéraires empruntés avaient été testés, les horaires calculés pour réduire les probabilités de contrôle et la diversité des armements. Transporter suggérait une coordination en amont rarement observée. Très vite, les premières analyses balistiques et logistiques élargissent encore le cadre. Les armes saisies proviennent de plusieurs zones de conflit extérieurs au pays, ce qui révèle une chaîne d'approvisionnement éclatée mais cohérente. Les enquêteurs comprennent alors ce que le Burkina Faso n'est pas un simple point de passage accidentel, mais une cible intégrée dans une architecture régionale plus vaste. Cette lecture est partagée au sommet de l'État, où l'on considère que la nuit du 16 août marque un point de rupture dans la compréhension de la menace. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré insiste sur une approche méthodique, documenter chaque élément, éviter les surenchères verbales et laisser les faits redessiner la carte du risque. Ce choix crée un effet inattendu, car il transforme l'émotion initiale en vigilance structurée. La question centrale devient alors inévitable. Si cette opération visible n'était qu'une partie émergée, que reste-t-il encore à découvrir sous la surface? Au 3e jour de l'enquête, un visage émerge et donne une épaisseur humaine à ce qui pourrait rester une abstraction sécuritaire. Le capitaine Moussa Kaboré, officier de terrain chargé du premier contrôle, devient le point d'entrée du récit. Son témoignage décrit une nuit sans tension apparente, marquée par un silence routier inhabituel et une lenteur anormale du convoi, suffisamment troublante pour justifier un arrêt malgré l'absence de certitude formelle. Ce choix, pris en quelques secondes,
ouvre la première fissure dans un dispositif clandestin qui se croyait invisible. En parallèle, à Ouagadougou, la chaîne de décision s'active presque simultanément. Le général Zerbo coordonne la réponse institutionnelle depuis la salle d'opération, croisant les informations venues du terrain avec les premières données logistiques. Les forces spéciales sont mobilisées dès que la cohérence des signaux est établie et les corridors terrestres sont verrouillés avant que les chauffeurs ne perçoivent l'ampleur de la situation. Cette synchronisation entre initiatives individuelles et réactions centralisées constitue le premier effet concret de l'interception. Très rapidement, les impacts se font sentir au-delà du périmètre militaire. Les images des camions alignés circulent dans le pays, suscitant à la fois stupeur et soulagement. Dans les administrations locales, les procédures de contrôle sont réévaluées, tandis que les services de renseignement ajustent leurs priorités. Ibrahim Traoré souligne alors un point essentiel. Ce ne sont pas les moyens exceptionnels qui ont fait la différence, mais la capacité d'un maillon à ne pas céder. Une décision isolée peut-elle réellement modifier l'équilibre d'un système entier? L'enchaînement débute bien avant l'aube du 16 août. Les premiers signaux apparaissent sous la forme d'anomalies mineures. Des mouvements financiers fractionnés, des sociétés écrans récemment activées, des trajets routiers répétés à des horaires peu fréquentés. Pris isolément, ces indices ne déclenchent aucune alarme majeure. Mis bout à bout, ils dessinent cependant une préparation lente, patiente, pensée pour s'insérer dans les habitudes locales sans attirer l'attention. C'est dans cet interstice que le convoi s'engage. L'activation se produit lorsque les camions franchissent la dernière zone avant la frontière sud. La progression est volontairement lente, presque prudente, afin de se fondre dans le trafic nocturne. Sur le terrain, les agents notent des détails dissonants. Plaques hétérogènes, chargement trop homogène, absence de documents convaincants. L'ordre d'arrêt intervient sans certitude absolue, mais avec la conviction que le risque de laisser passer dépasse celui d'intervenir. Cette décision enclenche la phase critique. Le point culminant survient lorsque les premières inspections confirment l'ampleur du chargement. Fusils, munitions, grenades, le volume dépasse immédiatement le cadre d'un trafic opportuniste. L'information remonte vers Ouagadougou, où les centres de décision comprennent que l'événement ne peut être traité comme un simple fait divers sécuritaire. Les unités spécialisées sont déployées, les communications sécurisées et les itinéraires secondaires sont neutralisés en quelques heures. Le convoi, immobilisé, devient un point fixe autour duquel s'organise la réponse nationale. Les répliques se succèdent rapidement. Dans les jours qui suivent, des perquisitions coordonnées visent des entrepôts, des garages et des domiciles privés. À chaque ouverture de porte, de nouveaux éléments confirment l'existence d'une architecture clandestine plus vaste. Les enquêteurs identifient des connexions transfrontalières, des relais administratifs et des flux financiers liés à plusieurs juridictions. L'affaire change alors de nature. Il ne s'agit plus seulement d'armes saisies, mais d'un système destiné à produire un basculement politique et sécuritaire. Face à cette montée en intensité, Ibrahim Traoré adopte une posture de retenue calculée. Aucun effet d'annonce prématurée, aucune escalade verbale. La ligne imposée est simple. Montrer les preuves, vérifier les chaînes, documenter chaque étape. Cette approche transforme la sidération initiale en compréhension progressive. Dans l'opinion publique, le récit passe de la surprise à la lucidité, puis à une forme de mobilisation silencieuse. La dernière onde de choc apparaît lorsque les aveux d'un intermédiaire clé révèlent l'existence d'un projet politique déjà rédigé, prêt à être activé après le chaos attendu. À ce stade, la chronologie s'éclaire. Interception, confirmation, riposte, puis dévoilement. Ce qui devait être une rupture subie devient une rupture maîtrisée. Une question s'impose alors. À quel point ce calendrier était-il proche de son point de non-retour?
Le basculement analytique intervient lorsque les premiers rapports consolidés arrivent sur la table du Conseil national de sécurité. La lecture débute par une base simple, puis un écart mesurable. On part d'un trafic transfrontalier fragmenté, habituellement dispersé en petites cargaisons difficiles à relier entre elles. Puis apparaît un convoi unique, massif, structuré, capable de produire un choc immédiat. Ce passage de la dispersion à la concentration constitue le premier indice d'un changement d'intention. Le premier chiffre sert de seuil logistique, 57 camions. Pris isolément, le nombre peut sembler descriptif. Comparé aux interceptions habituelles, il indique un saut d'échelle. Un tel volume implique des entrepôts amont, en tason, des chauffeurs coordonnés, des itinéraires testés et des financements suffisants pour absorber les pertes potentielles. En clair, on passe d'un trafic opportuniste à une opération planifiée pour tenir dans la durée. Cette concentration logistique réduit l'ambiguïté sur l'objectif. Frapper vite et saturer les capacités de réponse. Le second chiffre mesure l'impact humain potentiel. 40 000 combattants auraient pu être équipés si le convoi avait franchi la frontière. On se situait jusque-là dans des actions armées localisées, limitées par l'accès irrégulier aux munitions. Ici, l'écart révèle une capacité de bascule simultanée sur plusieurs zones du territoire. Cette projection humaine n'est pas une hypothèse abstraite. Elle découle du type d'armement saisi et des standards d'équipement observés. Elle montre comment une logistique réussie peut transformer une menace diffuse en crise généralisée, sans période d'alerte prolongée. Le troisième chiffre éclaire la profondeur financière. 1,03 milliard de dollars répartis sur 41 comptes dans 7 juridictions. La base financière des réseaux clandestins repose souvent sur des flux limités, dissimulés dans des circuits locaux. L'écart observé ici indique une architecture transnationale sophistiquée, conçue pour fragmenter les risques et contourner les contrôles. La multiplication des comptes et des places financières réduit la traçabilité, tout en garantissant une liquidité suffisante pour soutenir une opération prolongée. Cette structure n'est pas improvisée. Elle suppose des compétences juridiques, bancaires et logistiques avancées. Mis ensemble, ces trois indicateurs dessinent un modèle cohérent. La logistique concentrée explique la capacité de choc, la projection humaine révèle l'intention de bascule, et l'architecture financière garantit la continuité. Autrement dit, les chiffres ne décrivent pas seulement ce qui a été saisi. Ils exposent ce qui aurait pu se produire en l'absence d'interception. C'est dans cette lecture que la ligne défendue par Ibrahim Traoré prend sens. Privilégier la preuve mesurable plutôt que l'effet d'annonce. À partir de là, la question change de nature. Si l'écart entre la base et le delta peut être quantifié avec une telle précision, comment ces mêmes données peuvent-elles guider une riposte durable et non une simple réaction ponctuelle? Deux interprétations concurrentes émergent rapidement au sein des institutions, des milieux analytiques et de l'opinion informée. La première, soutenue par plusieurs services de sécurité, affirme que la saisie du 16 août constitue la preuve d'une ingérence extérieure structurée. Elle s'appuie sur la convergence des indices, itinéraires testés, financement fragmenté mais cohérent, société écran répartie entre plusieurs capitales et diversité des provenances d'armes. Dans cette lecture, l'ampleur organisationnelle exclut l'hypothèse d'un simple trafic opportuniste. La logique est cumulative. Plus les éléments concordent, plus l'intention stratégique apparaît solide, orientée vers une déstabilisation rapide et synchronisée. La seconde lecture adopte une posture plus sceptique. Certains analystes estiment qu'un volume aussi important n'aurait pu circuler sans complicité ou défaillance interne significative. Selon eux, la porosité historique des frontières et la faiblesse de certains contrôles administratifs suffisent à expliquer l'acheminement du convoi, sans nécessairement invoquer un complot régional coordonné. Ils soulignent également le risque d'emballement interprétatif dans les premières heures, lorsque les confirmations indépendantes restent rares. Cette thèse met l'accent sur les vulnérabilités structurelles de l'État, plutôt que sur une intention extérieure unifiée.
La réponse la plus robuste n'émerge qu'avec l'intervention d'un contrôle externe. Les vérifications matérielles menées par des observateurs régionaux portent sur la traçabilité des armes, la cohérence des scellés, la correspondance des marquages et la plausibilité logistique des itinéraires. Ces contrôles confirment l'existence d'une organisation transnationale tout en révélant, simultanément, des failles internes exploitées par le réseau. Autrement dit, les deux lectures ne s'annulent pas, elles se complètent. C'est précisément cette synthèse qui structure la position d'Ibrahim Traoré. Reconnaître l'ingérence sans nier les vulnérabilités permet d'éviter deux écueils, la dramatisation sans preuve et l'auto-aveuglement institutionnel. La menace apparaît alors pour ce qu'elle est réellement, un système hybride où des acteurs externes exploitent des fragilités locales pour produire un effet politique. À partir de cette double lecture, une transition s'impose naturellement. Si la menace est à la fois externe et interne, quel est son objectif ultime et jusqu'où allait réellement le projet déjoué? Cette phrase résume le basculement qui survient lorsque l'enquête atteint son point central. Ibrahim Traoré révèle alors un élément bref, précis, impossible à diluer. Les auteurs de l'opération ne prévoyaient pas seulement une déstabilisation armée, mais l'installation d'un pouvoir alternatif déjà structuré. Des documents saisis confirment l'existence de portefeuilles ministériels préattribués, de projets de décrets rédigés et d'un calendrier politique prêt à être déclenché 48 heures après le chaos attendu. À cet instant, la nature de la menace change radicalement. Les armes ne sont plus une fin, mais un moyen. Les flux financiers ne servent plus seulement à alimenter un conflit, mais à soutenir une transition politique imposée de l'extérieur. Ce qui était lu jusque-là comme une opération sécuritaire devient une tentative de réécriture complète de l'avenir institutionnel du Burkina Faso. Ce déplacement du regard produit un effet immédiat. Il explique la cohérence logistique observée, la diversité des soutiens identifiés et la précision du calendrier. Il éclaire aussi la retenue stratégique adoptée par Ibrahim Traoré depuis le début. Éviter le spectaculaire pour laisser émerger la preuve décisive. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le pays a évité une attaque, mais ce qui l'a réellement empêché de s'installer durablement. Les révélations de mi-parcours produisent des effets tangibles qui se déploient simultanément sur 4 plans distincts: l'État, l'économie, les citoyens et l'équilibre régional. Chacun de ces niveaux absorbe le choc du 16 août à sa manière, mais tous sont reliés par une même prise de conscience. Ce qui a été évité dépasse largement une crise sécuritaire ponctuelle. Ibrahim Traoré devient alors le point de fixation d'une lecture commune, fondée sur les faits plus que sur les discours. Du côté de l'État, l'impact est immédiat et structurel. Les institutions sécuritaires passent d'une logique de réaction à une logique de détection. Les bases de données policières, douanières et militaires sont croisées plus systématiquement et les procédures de contrôle sont révisées à partir des failles identifiées. L'objectif n'est plus seulement d'intercepter, mais d'anticiper. Cette réorganisation interne renforce la crédibilité de l'appareil étatique, y compris s'attacher auprès d'acteurs qui doutaient de sa capacité à gérer une menace complexe sans soutien extérieur massif. Sur le plan économique, l'effet est d'abord marqué par la prudence. Dans les premières heures, certains engagements sont suspendus et des investisseurs attendent des clarifications. Puis, un mouvement inverse apparaît. Les institutions financières nationales observent une hausse des dépôts, interprétée comme un repli de confiance interne. Les acteurs économiques locaux y voient un signal. Malgré le risque révélé, l'État a démontré sa capacité à contenir un choc majeur. Cette lecture n'efface pas les incertitudes, mais elle empêche une panique durable. Pour les citoyens, la conséquence est avant tout psychologique.
Les images des camions interceptés provoquent un mélange de stupeur et de soulagement. Dans les quartiers urbains comme dans les zones rurales, la discussion s'ouvre sur la vigilance, la responsabilité collective et le rôle de chacun dans la sécurité quotidienne. Les médias locaux relaient moins la peur que la compréhension progressive des enjeux. La phrase souvent reprise d'Ibrahim Traoré, évoquant un pays qui ne dort plus, agit comme un repère, non pas mobilisateur au sens émotionnel, mais stabilisateur. À l'échelle régionale enfin, l'affaire du 16 août modifie les équilibres. Les pays voisins du Sahel publient des messages de solidarité explicites et accélèrent les échanges de renseignements. Des correspondances saisies indiquent que d'autres États figuraient dans une phase ultérieure du projet déjoué, ce qui transforme l'événement burkinabé en signal d'alerte collectif. La coopération sécuritaire gagne en densité et le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un maillon isolé pour devenir un point nodal. Ces 4 conséquences convergent vers une même réalité. L'interception n'a pas seulement stoppé un convoi, elle a redéfini les priorités. Reste alors une interrogation décisive. Comment cette nouvelle configuration peut-elle évoluer dans les mois à venir, entre stabilisation, opportunité et nouveaux risques? À partir des données établies après le 16 août, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois suivants. Elles reposent sur les mêmes faits initiaux, mais diffèrent par la manière dont les acteurs internes et externes ajustent leurs choix. Ces scénarios ne sont ni des prédictions, ni des promesses. Ils servent de cadre de lecture pour anticiper sans surinterpréter. Dans le scénario de base, le Burkina Faso consolide l'existant. La vigilance reste élevée, les dispositifs de contrôle sont renforcés et la coopération régionale progresse sans rupture. L'activité économique redémarre prudemment, portée par les secteurs déjà résilients, tandis que les investissements étrangers reprennent à un rythme mesuré. La pression diplomatique demeure, mais elle s'inscrit dans des échanges formels, plutôt que dans des sanctions ouvertes. La menace n'a pas disparu, elle est sous-contenue. L'État apprend à gérer un niveau de risque constant, sans basculer dans l'urgence permanente. Le scénario optimiste suppose une accélération coordonnée. Les échanges de renseignements entre pays du Sahel gagnent en fluidité. Des patrouilles conjointes deviennent régulières et une force opérationnelle commune commence à émerger. Cette densification sécuritaire crée un effet d'eau de confiance qui se répercute sur l'économie. Les projets suspendus redémarrent, les réformes institutionnelles engagées après la crise améliorent la lisibilité du cadre national et le pays renforce sa position dans les négociations régionales. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré parvient à transformer un choc subi en levier stratégique, sans dépendance excessive à un soutien extérieur unique. Le scénario le plus défavorable repose sur une montée des pressions combinées. Des campagnes de désinformation fragilisent l'opinion publique. Des restrictions économiques ciblées réduisent les marges de manœuvre financières. Et les tensions internes se multiplient. La coopération régionale ralentit sous l'effet de priorités divergentes. Et l'État doit gérer simultanément des défis sécuritaires et sociaux. La capacité à maintenir l'unité nationale devient alors le facteur déterminant, plus encore que les moyens matériels. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Ne pas chercher le scénario le plus probable, mais identifier les signaux précoces qui indiquent lequel est en train de se matérialiser. C'est dans cette attention aux indices faibles que se joue la capacité d'anticipation. Au-delà des analyses stratégiques et des scénarios à moyen terme, l'affaire du 16 août touche directement des groupes bien identifiés, chacun avec ses attentes et ses préoccupations propres. Comprendre ces effets concrets permet de mesurer comment une crise nationale se traduit dans la vie quotidienne, sans passer par le filtre abstrait des institutions. Pour les citoyens ordinaires, la question centrale est simple. La sécurité ressentie correspond-elle à la sécurité réelle? Les images du convoi intercepté ont d'abord provoqué un choc,
puis une forme de soulagement progressif. Beaucoup cherchent désormais à comprendre comment leur vigilance, leur signalement et leur confiance envers les autorités peuvent contribuer à prévenir d'autres menaces. L'enjeu n'est pas de vivre dans l'alerte permanente, mais de transformer un moment exceptionnel en pratique durable. Les acteurs économiques, eux, naviguent entre prudence et projection. Les petites entreprises veulent savoir si les interruptions logistiques resteront limitées. Les plus grandes s'interrogent sur la stabilité du cadre d'investissement. Pour ce groupe, l'événement agit comme un test de résilience. La capacité de l'État à contenir un choc sans désorganisation majeure devient un critère clé pour décider de poursuivre, d'ajuster ou de différer leurs engagements. Un troisième groupe, souvent moins visible, est celui des jeunes et des institutions éducatives. Dans les écoles et les universités, la crise a suscité une curiosité civique nouvelle. Les discussions portent sur la souveraineté, la responsabilité collective et les liens entre sécurité et avenir professionnel. Ces échanges révèlent une attente forte, obtenir un récit clair, ni alarmiste, ni édulcoré, qui explique les enjeux sans simplification excessive. Pour chacun de ces groupes, la conclusion converge. La cohésion ne naît pas de la peur, mais de la compréhension partagée. C'est cette compréhension qui conditionne la manière dont une société encaisse un choc et prépare la suite. Après le choc et l'analyse, l'État burkinabé structure une réponse qui vise moins l'exceptionnel que la durée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la logique retenue est pragmatique. Chaque mesure doit être attribuable, datée et évaluable, afin d'éviter que la crise du 16 août ne reste un précédent sans lendemain. D'abord, sur le terrain, des unités mixtes associant armée, douane et police sont déployées de manière continue sur les corridors identifiés comme sensibles. L'objectif est de réduire significativement le trafic non déclaré en un an, non par des opérations ponctuelles, mais par une présence régulière et prévisible. La mesure est simple à évaluer: volume de saisie, fréquence des contrôles et évolution des itinéraires détectés. Ensuite, sur l'information, les bases de données des forces de sécurité, des services douaniers et des cellules cyber sont progressivement fusionnées. Cette interconnexion vise à faire émerger plutôt les signaux faibles, ceux qui, isolés, passent inaperçus, mais qui, combinés, annoncent une opération structurée. Le succès de cette étape se mesure en temps de réaction, non en volume d'arrestation. Puis, un chantier concerne l'usage symbolique et concret des armes saisies. Une partie est détruite de manière contrôlée, tandis qu'une autre est valorisée financièrement pour soutenir des projets civils visibles, notamment dans l'éducation et la santé. Cette décision vise à transformer un risque en ressource, sans ambiguïté sécuritaire. À l'extérieur, les affaires étrangères renforcent les cadres de coopération avec les États du Sahel, en privilégiant des mécanismes opérationnels plutôt que des déclarations générales. Enfin, des campagnes de signalement précoce sont lancées pour associer les citoyens à la détection des anomalies. L'ensemble forme une architecture cohérente, prévenir plutôt que réparer. Reste à savoir si cette méthode peut s'inscrire durablement dans le temps politique. Au terme de cette séquence, une image demeure presque immobile, comme un repère silencieux dans le tumulte analytique. Celle d'un officier, seul sur une route encore sombre, face à une file de camions dont personne ne connaît alors le véritable contenu. Le geste est simple, presque banal, décider d'arrêter, malgré l'incertitude. Pourtant, c'est ce moment précis qui condense toute la logique de ce qui a suivi. Ce fil humain relie l'événement brut au choix stratégique ultérieur. Il rappelle que derrière les chiffres, les scénarios et les feuilles de route, chaque basculement commence par une décision individuelle assumée. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité lorsqu'il choisit de privilégier la preuve, la retenue et la méthode plutôt que l'effet immédiat. Le récit national se construit alors moins sur la peur que sur la capacité à comprendre et à agir avant que le pire ne s'impose.
La nuit du 16 août ne devient pas un mythe fondateur, ni un simple succès sécuritaire. Elle s'impose comme un rappel durable. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se pratique. Elle se joue dans les marges, dans l'attention portée aux détails, dans la cohérence entre le terrain et la décision centrale. Une vigilance lucide peut changer un destin. C'est cette idée, plus que l'événement lui-même, qui continue de structurer l'après. Ce qui s'est joué le 16 août dépasse le cadre d'un événement sécuritaire exceptionnel. Il s'agit d'une leçon sur la manière dont une société affronte une menace sans se refermer sur elle-même, et sur la façon dont un État peut affirmer sa souveraineté tout en maintenant un dialogue intérieur vivant. Le Burkina Faso a montré qu'anticiper, documenter et décider avec méthode peut modifier le cours d'une crise, mais cette dynamique ne peut se maintenir sans une implication plus large. La question n'est donc pas seulement institutionnelle. Elle concerne aussi la place des citoyens, des acteurs économiques, des éducateurs et des relais locaux dans cette vigilance partagée. Jusqu'où chacun peut-il contribuer à renforcer la résilience collective sans basculer dans la méfiance généralisée? Comment préserver un espace de débat serein lorsque les enjeux touchent à la sécurité et à l'avenir commun? Ibrahim Traoré a inscrit cette séquence dans une logique de responsabilité assumée, mais la suite dépend de la capacité de la société à transformer une alerte en culture durable. C'est là que le dialogue devient central, non comme un slogan, mais comme une pratique. Selon vous, comment une nation peut-elle consolider sa souveraineté tout en protégeant sa cohésion et sa pluralité ?